ETF News, toute l'actualité du marché des trackers avec aujourd'hui Isabelle Boursier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Responsable de gestion indicielle et quantitative chez BNP Paribas Asset Management. On parle du marché français des ETF. On ne va pas abreuver encore une fois ceux qui nous regardent de chiffres, mais c'est intéressant de s'arrêter sur les investisseurs français. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? On sait, au-delà des volumes, on va en parler, leur profil, les professionnels, les non-professionnels. On en sait un peu plus ou pas sur leur profil justement? La majorité, ce sont des professionnels. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Ce sont des professionnels. C'est à la fois des gérants diversifiés, de la banque privée qui fait ce qu'on appelle de la gestion sous mandat, des institutionnels, donc des assureurs, des caisses de retraite qui vont utiliser les ETF, également des particuliers. Il y a un volume très important, notamment sur des ETF comme sur l'indice CAC 40 ou sur l'Eurostoxx 50, où on sait que derrière, il y a un flux régulier qui vient d'un certain nombre de particuliers qui vont, sur la journée, prendre des positions sur des indices qu'ils connaissent bien. Sur du court terme. Sur du court terme, exactement. Pas forcément en ce qu'on appelle en fonds de portefeuille dans notre jargon. Où là, c'est plus les professionnels qui auront tendance à utiliser l'ETF à la fois en fonds de portefeuille et à la fois également pour prendre des positions plus tactiques, mais moins en intraday que sur quelques jours. Ouais. Et sur les volumes échangés, encore une fois, on a les statistiques. Qu'est-ce que ça nous donne, là, les derniers mois? Alors, depuis le début de l'année, on a un sentiment de baisse de ces volumes et on voit que ces volumes sont moins importants que pendant toute l'année 2017, où l'année 2017 avait été très active sur les ETF, et notamment sur les ETF qui répliquent des indices traditionnels. Là, il y a un sentiment qui est sans doute lié à la volatilité, où on a moins d'investissements et moins de volume que ce qu'on avait vu sur l'année 2017. Mais c'est contre-intuitif, pardon, je vous coupe Isabelle, oui. Mais c'est contre-intuitif de se dire que finalement, au moment où il y a des pics de volatilité, c'est là où il y a des stress de marché, c'est là où il y a du volume, il y a des gens qui prennent des positions, et on aurait pu imaginer que justement, ça booste un petit peu les transactions sur les ETF, alors, non? je pense que côté particulier, alors c'est très difficile à voir parce que tout ce qui traite en bourse est fait de manière anonyme. Ouais. On identifie le flux de particuliers plus par la taille en fait qui est traitée, qui est un peu plus petite que quand ce sont des professionnels. Côté particulier, ça reste assez actif, surtout ceux qui les utilisent à la journée. Côté professionnel, il y a plus tendance à stabiliser un petit peu les portefeuilles, stabiliser les prises de position et donc être un peu moins actif que ça n'a été le cas en 2017. Ou alors il y avait des prises de position très tactiques sur certains secteurs, sur les facteurs, sur des choses un peu plus sophistiquées que les indices traditionnels, que sont le CAC ou l'Eurostoxx 50. Donc des volumes de transactions qui sont en baisse, c'est une rupture ça par rapport à tout ce qu'on a pu avoir, cette croissance forte encore une fois? Non, 2017 a été une année exceptionnelle pour le marché des ETF, tant en croissance des encours qu'en volumétrie. Donc c'est plus un retour à la normale, j'ai envie de dire, depuis le début de l'année 2018, même si les marchés sont beaucoup plus volatiles et ont des amplitudes beaucoup plus importantes de variations que ce qu'on avait vu en 2017. Le grand retour de la volatilité. On ne remerciera jamais assez Donald Trump, évidemment. Bref, soit dit en passant, sur la structure du marché des ETF, encore une fois, en France, sans donner trop de chiffres, entre les acteurs, le nombre d'ETF, on a quelques chiffres là-dessus? Alors c'est très particulier parce que le marché des ETF, on bénéficie d'une réglementation qui nous permet, de ce qu'on appelle dans notre jargon, de passeporter un ETF. Un ETF, ça reste un fonds, un OPCVM, et ça nous permet d'aller coter sur plein de marchés différents en Europe. Et donc, c'est très difficile, comme un ETF va être coté à la fois sur Euronext à Paris, à la fois sur la bourse allemande, à la fois sur la bourse italienne, c'est très difficile de donner une cartographie précise. Donc on regarde ce qu'on appelle le listing initial qui est fait par le promoteur de l'ETF. Ouais. Et la France représente à peu près 15% du marché européen, c'est-à-dire que 15% des ETF ont un listing initial en France. Ouais. Pour après être avant d'être passeporté ailleurs en Europe. Et on retrouve principalement les acteurs français de ce marché qui listent en premier lieu en France avant de lister ailleurs. Et il y a notamment de gros acteurs américains qui sont très présents dans le reste de l'Europe, qui n'ont par exemple pas d'ETF de côté sur Paris. Avec une centaine d'ETF qui sont cotés à Paris. Que ça, non, plusieurs centaines. Plusieurs centaines, voilà. Oui, on est à un peu plus de 350 ETF cotés à Paris. Avec une majorité d'actions, d'ETF actions? Oui, majorité d'ETF actions, parce que les ETF actions, c'est à peu près 75% du marché des ETF en Europe. Ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs.
Par le passé, il y avait... parce que les actions ont toujours été importantes. Il y a eu une montée en puissance de l'obligataire, 2016 notamment, 2017 également. Et puis là, on revient vers des expositions et des lancements plutôt sur les actions depuis quelques années. Les différents canaux de distribution, encore une fois, pour toucher toute la clientèle en France, c'est quoi? Vous l'avez dit, banque privée, mais pas seulement. Alors, quand on regarde les particuliers, les e-brokers référencent tous les ETF et permettent d'avoir accès à une large gamme de produits parce que l'ETF s'achète et se vend comme une action. Donc naturellement, un particulier aura peut-être plutôt tendance à aller vers un e-broker pour aller acheter ou vendre des ETF. Mais n'importe quel réseau bancaire donne accès à l'ETF comme il donne accès aux actions, comme il donne accès également aux OPCVM. Après, quand on regarde dans des gestions qui sont un peu plus encadrées ou dans des comptes un peu plus encadrés, quand on parle de la banque privée, vous avez à la banque privée ce qu'on appelle la gestion conseillée, où là, de plus en plus, on propose à des particuliers d'intégrer des ETF dans une allocation, notamment pour investir dans certains secteurs, par exemple. La banque, plutôt que de choisir une banque en particulier, on a un panier diversifié à travers un ETF. Je donne un exemple complètement sans préjuger du biais tactique qu'il faut prendre. Et puis, il y a ce qu'on appelle la gestion sous mandat. Et là, la gestion sous mandat, ça date à peu près des années 2008, a monté en puissance de manière assez importante sur l'utilisation des ETF justement pour diversifier. Et là, on délègue à un gérant. Et là, on délègue à un gérant. La gestion du portefeuille. Exactement. Bon, on t'a mis sur une tendance de fond qui est assez récente, de splitter en fait les parts d'ETF pour justement pour cette clientèle de particuliers, pour que ça soit plus accessible. Exactement, parce qu'il y a une tendance de fond qui est le développement de ce qu'on appelle les robots advisors ou les robots conseillers. Et un développement de plus en plus de la gestion conseillée aussi. Et il y a des ETF qui ont été lancés il y a une dizaine, vingtaine d'années et dont les prix initiaux étaient autour de 100 € et qui aujourd'hui valent 200, 300 €. Ce qui est une bonne nouvelle, ce qui prouve que certaines personnes se sont enrichies. Exactement. Mais du coup, quand on veut faire une allocation pilotée à travers un robot, eh bien parfois la taille de ces ETF devient trop importante pour pouvoir avoir une diversification qui soit optimisée ou optimale. Et dans ce cadre-là, ce que nous avons fait récemment, c'était rediviser la valeur liquidative par un multiple qui a été lui appliqué au nombre de parts, donc ce qui est une opération complètement neutre pour l'investisseur. Mais du coup, facialement, un ETF qui valait 100 vaut 10. Et quand j'avais 10 ETF, eh bien, je me retrouve avec 100 personne n'est lésé, personne n'est lésé, évidemment. Non. Allez, merci pour cette explication. Isabelle Boursier, donc responsable des gestions indicielles et quantitatives de BNP Paribas Asset Management. Merci. Merci.